Bon alors Alice, tu travailles dans plein de contextes différents et dans tous ces contextes, tu rencontres des formes de psychotraumatisme. D'accord? Donc il y a des contextes où tu vois les gens en aigu, il y a des contextes où tu vois les gens plutôt en consultation. Tu peux nous en dire un peu plus sur les différents contextes de travail que tu as? J'ai de la chance d'intervenir dans 3 domaines différents. Je travaille pour la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, où là on intervient dans l'aigu et où il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que là on intervient, il n'y a pas de demande en tout cas de la part de ce qu'on appellerait un patient. Il n'y a pas de demande. On intervient sur une demande soit du SAMU, soit de l'ARS, soit du préfet. Mais en tout cas, la demande ne vient pas de la personne elle-même traumatisée. Je travaille au centre du psychotraumatisme aussi, où là on intervient sur des traumas qui sont soit récents, soit très très anciens, soit des levées d'amnésie, des choses comme ça. Et là, c'est plutôt le patient qui est demandeur, et donc la prise en charge va aussi différer en fonction de ça. Et j'ai la chance aussi d'être en libéral avec des patients qui viennent et aussi avec une demande spécifique pour travailler le psychotraumatisme. La boîte à outils qu'on a pour le trauma, qui s'est étoffée d'année en année, qu'on essaye d'enseigner ensemble, y a un paquet d'outils et je me suis demandé en t'écoutant, est-ce que tu vas utiliser les mêmes outils quand tu es dans le suraigu, il y a eu un événement, tu débarques comme ça, à la demande de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est les mêmes outils que quand quelqu'un vient avec un traumatisme qui date d'il y a 10 ans, ou est-ce que c'est les mêmes outils utilisés différemment, ou comment tu vois les choses? Alors c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, je pense quand même que la base, avant d'avoir la boîte à outils, il faut savoir exactement comment ça fonctionne. Donc c'est bien d'avoir la boîte à outils, mais il faut vraiment comprendre comment le traumatisme va se développer, parce que du coup, le tournevis va pas servir de la même manière partout. C'est exactement ce que tu disais. Donc en aigu, non, on va pas intervenir de la même manière, parce que le traumatisme n'est pas encore ce qu'on va dire constitué. Donc on va travailler à ce qu'il ne se constitue pas. Donc on va travailler principalement à réassocier les gens. On va travailler beaucoup aussi dans la narration. C'est pour ça que l'outil principal et qui a longtemps été utilisé, c'est le débriefing, qu'on utilise encore et qu'on peut aussi alterner avec des mouvements oculaires. L'objectif étant de pouvoir raconter une histoire qui est racontable, c'est pas un traumatisme. Un traumatisme, c'est une histoire qui est bloquée. Et quand on est sur le trauma plus ancien, là, on va utiliser des outils qui sont un peu plus, je dirais presque un peu plus intenses, un peu plus forts, qui vont demander plus de mobilisation pour le patient, avec principalement des mouvements oculaires dans un premier temps, et puis après ce qu'on va appeler des outils réassociatifs, comme l'hypnose. Alors l'hypnose, paradoxalement, c'est très réassociatif, pour accompagner aussi dans tout ce qui est ce qu'on va appeler les symptômes qui sont périphériques au traumatisme. Plus le trauma est ancien, plus on a de symptômes autour, avec de l'anxiété, avec des troubles de l'isolement, des choses comme ça, enfin des choses qui se sont des troubles du comportement alimentaire, un isolement, un repli sur soi. Et donc tout ça, on va pouvoir le travailler après aussi avec des techniques comme de l'hypnose, des thérapies narratives, des choses comme ça. Et alors, par exemple, tu évoquais les mouvements oculaires. Donc les mouvements oculaires, c'est tout ce qui est EMDR, IMO, voire aussi les mouvements alternatifs, pas forcément oculaires, l'EFT, enfin un grand nombre de techniques dont on parle comme ça. Et tu dirais que c'est des techniques qu'on peut utiliser dans les moments aigus et dans les moments chroniques? Oui, alors pas de la même manière. Pas de la même C'est-à-dire que c'est le même outil, c'est des mouvements oculaires dans les deux sens, mais pas de la même manière. J'aurais tendance à dire que dans l'aigu, c'est beaucoup plus court, et qu'on va travailler sans ce qu'on appelle cible ou mots-clés, qu'on va travailler directement sur l'image, puisque le traumatisme est là, donc il n'y a pas de recherche de cible à faire. Et plus le traumatisme est ancien, plus ça va être important d'aller chercher la cible et savoir exactement sur quoi on travaille. Parce que pour moi, ce qui est important, et ce que j'explique très régulièrement, c'est que le traumatisme, c'est pas l'événement. C'est ce qu'il y a autour de l'événement. C'est une incapacité à être dans l'action, ce que j'appelle l'inhibition de l'action, et c'est ce que j'appelle aussi le tiers sécure défaillant, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait dû me protéger et qui ne m'a pas protégé. Et en fait, quand on questionne les gens sur leur trauma, on retrouve très souvent ces deux notions-là, et c'est principalement autour de ça qu'il va falloir travailler. Finalement, l'événement traumatique, c'est jamais pour moi le cœur de cible. Le cœur de cible, c'est le tiers sécure défaillant ou l'inhibition de l'action. J'ai pas pu bouger, j'ai pas pu me défendre. Finalement, c'est pas l'événement qui est traumatisant, c'est la manière dont la personne le vit et l'appréhende. C'est difficile de dire ça parce que je pense que pour les personnes qui sont traumatisées, expliquer rapidement, ça peut être difficile à comprendre, mais effectivement c'est ça, c'est-à-dire que j'ai été agressée sexuellement, j'en ai parlé à quelqu'un et cette personne, au lieu de me dire viens, je vais te protéger, on va porter plainte, me dit mais enfin arrête, ça arrive à tout le monde, arrête de te plaindre. Voilà. Et c'est ça qui va faire trauma. On peut imaginer que même sans le tiers sécure défaillant, ce qui est embêtant, c'est pas seulement ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est le fait que je le revois tout le temps, par exemple. Ouais. Je peux avoir des images, donc c'est la manière dont je le vis maintenant, pas l'événement qui s'est passé il y a 10 ans. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, je suis tout le temps en train de le revivre. Pourquoi ? Parce que mon cerveau essaie d'intégrer, donc régulièrement, il va m'envoyer des flashbacks, des cauchemars en me donnant un rappel. Il faut intégrer, il faut que tu puisses le digérer. Et en fait, seule, sans accompagnement, justement parce que j'ai eu ce tiers sécure défaillant, j'ai du mal à intégrer, et donc ça ne se fait pas. Au sein du traumatisme chronique, on connaît aussi la différence entre ce qu'on appelle les traumatismes simples et les traumatismes complexes, qui seraient arrivés il y a plus longtemps, de façon plus répétitive,
et avec plus de tiers sécurs défaillants justement. Est-ce que ça a un impact sur l'utilisation des outils aussi? Alors là, c'est pareil, effectivement, ça va être déjà beaucoup moins long quand on va traiter un traumatisme qu'on appelle simple, comme un accident de la route, typiquement, c'est le trauma simple qu'on retrouve un des plus fréquents, ou en tout cas un accident de la vie. Les thérapies sont beaucoup plus courtes et on a moins de symptômes connexes autour. On va avoir quand même relativement moins de repli, d'isolement social, de troubles anxieux, en tout cas comparativement au traumatisme complexe. Et puis souvent, les gens interviennent aussi beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que l'intervention est plus récente puisque c'est des traumatismes qui se constituent à l'âge adulte et donc on va les retrouver en consultation plus tôt et plus on intervient tôt, moins on a de travail à faire.